Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, il y a 350 millions de porteurs de virus dans le monde et ces virus causent près d'1 million de décès prématurément et chaque année. Parmi ces virus qui tuent dangereusement, il y a bien évidemment ceux des hépatites dont beaucoup de personnes sont sans doute des porteuses chroniques ou silencieuses de l'hépatite virale B. Existe-t-il aujourd'hui un traitement efficace contre ou bien pour cette maladie? 50 ans après la découverte du virus de l'hépatite B, les recherches scientifiques donnent-elles, les recherches scientifiques, bien évidemment, pour la mise au point des médicaments, donnent-elles aujourd'hui des chances de guérison aux malades infectés? Où en sommes-nous avec les résultats aujourd'hui au plan national? Et qu'est-ce que nous devons savoir ce soir exactement sur la maladie de l'hépatite B? Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de rester toujours fidèles à cette émission. Nous recevons aujourd'hui, 28 juillet 2015, journée mondiale de lutte contre les hépatites virales, Dr Aïgan Oscar d'Almeida. Il est médecin-chef du département des hépatites virales au centre régional de diagnostic médical, un centre qui est situé ici à Lomé. Dr d'Almeida, bonsoir. Bonsoir Carole. Comment est-ce que vous vous portez? Si, ça va. Alors, moi aussi, je vais très bien. Vous êtes spécialiste en biologie, docteur en pharmacie et comme je le disais tantôt, vous êtes le médecin-chef du département des hépatites virales. Alors, vous vous intéressez beaucoup au diagnostic et au traitement de l'hépatite B. Alors, ça fait combien d'années à peu près que vous êtes dans les recherches? C'est une aventure passionnante qui nous occupe et qui nous préoccupe depuis les années 70. C'est ça. Alors, question de curiosité, docteur d'Almeida, êtes-vous d'avis aujourd'hui avec ceux qui pensent que l'hépatite B tue plus que le sida et pourtant on n'en parle pas beaucoup? C'est vrai qu'aujourd'hui, selon l'Organisation mondiale de la santé, par rapport au VIH-Sida, il y a une régression, mais qu'en est-il exactement pour l'hépatite virale B? Effectivement, cette assertion peut se discuter, mais ce que objectivement l'on peut dire, c'est que d'un, la prévalence de l'hépatite B en Afrique subsaharienne est 10 fois plus importante que celle du VIH. Donc, avec la loi des grands nombres, la morbidité est plus importante et la mortalité plus importante. Et ce qu'il faut savoir aussi, avec les programmes hardis de lutte contre le VIH, et que nos pays africains animent, la prise en charge avec la trithérapie par rapport au virus de l'immunodéficience humaine peut expliquer le fait qu'il y ait moins de morbidité, moins de mortalité avec le VIH qu'avec le virus B. Ce soir, nous sommes là, ce n'est pas pour parler du VIH-Sida, mais plutôt de l'hépatite, notamment de l'hépatite virale B. Alors, l'hépatite virale B, comme le nom l'indique, c'est une maladie qui est causée par un virus. Alors, quel est ce virus et à quoi ressemble-t-il exactement? Prenons donc tout de suite connaissance des premières informations sur ce virus. Une hépatite est une maladie résultant d'une agression ou d'une inflammation du foie par un agent donné. Un agent agresseur peut être un agent chimique, peut être un agent bactérien, peut être un agent viral. L'agent causal, c'est le virus B. Le virus B est un virus assez connu depuis 1964 où il a été repéré par le biologiste Blumberg, mais partiellement. Et il l'appelait l'antigène australien. Mais aujourd'hui, on sait qu'il s'agit d'un infiniment petit qu'on ne voit pas du tout au microscope ordinaire, mais plutôt au microscope électronique. Ce qui le caractérise, c'est son enveloppe
qu'aujourd'hui on appelle l'antigène HBS ou antigène de surface, et surtout son noyau qui lui permet de se multiplier au sein du foie. Et c'est ce qui fait la virulence de l'affection. Alors, comment s'introduit en fait le virus dans l'organisme? Le virus, il s'invite, il s'introduit, il s'invite. Il y a 4 modes de contamination. Il y a la voie percutanée. La voie percutanée, c'est tout ce qui va avoir affaire à une érosion cutanée. Par exemple, les transfusions de sang ou de dérivés de sang contaminés, et les instruments de tatouage, de piercing, d'acupuncture qui sont souillés par le virus. Et même quand ces instruments sont stérilisés par voie humide, il faut savoir que c'est un virus thermorésistant. À 100 degrés, il est toujours là, alors que le virus du VIH à 50 degrés, il est détruit. Il y a la voie sexuelle, le sperme masculin, les sécrétions vaginales de la femme. Il y a la voie de transmission mère-enfant. Et la dernière possibilité de transmission, et qu'on voit de plus en plus chez nous, c'est la transmission par des porteurs non sexuels et proches du porteur du virus. Et c'est les 4 modes de contamination et en même temps les 4 modes d'introduction du virus dans l'organisme du sujet sain. Non vacciné, du sujet sain non vacciné. Oui, très bien. Alors, puisqu'on est en train de parler des modes de contamination, est-ce qu'il n'existerait pas des facteurs de risque? Oui, vous savez, en matière de facteurs de risque, il faut savoir que le porteur du virus B, ce qu'il ne sait pas, c'est que préalablement déjà, il a eu à faire une hépatite qui est passée inaperçue, l'hépatite virale A. C'est ça. Aujourd'hui, on sait qu'en Afrique subsaharienne, au-delà de 20 ans, tous les Africains, quels qu'ils soient, ils ont déjà fait cette pathologie-là qui est passée comme une lettre à la poste. Donc le foie déjà est fragilisé. C'est ça. Autre facteur de risque, le mode alimentaire. On voit des patients qui, avant même que le marqueur viral ne soit détecté, ont une surcharge graisseuse au niveau de leur foie. Il y a d'autres facteurs de risque, la consommation inconsidérée d'alcool, la consommation inconsidérée de certains médicaments, dont le paracétamol, qui, bien qu'étant un antalgique chimiquement, est de l'alcool. Là, tout ce qui est alcool, c'est la fonction OL, éthanol, méthanol, paracétamol. Donc, tous ces facteurs-là vont venir aggraver le processus d'évolution, le cycle d'évolution du portage du virus B. Alors, qu'en est-il des embrassades, de la salive, les gens qui se partagent les verres à boire, ou bien les cuillères, ou bien les fourchettes? Non, ce qu'il faut savoir, c'est que le virus est omniprésent avec une grande virémie, avec une grande concentration, de 5 à 10 puissance virions par millilitre, et dans la plupart des liquides biologiques humains. Il y a le sang, il y a le sperme, il y a la salive, la sueur également. Très bien. Alors, Georgette a été infectée par le virus B, le virus de l'hépatite B en 2013. Aujourd'hui, elle est complètement guérie, mais elle a bien accepté nous parler de cette période de sa maladie où elle avait vraiment souffert. Nous écoutons tout de suite le témoignage de Georgette. J'ai vraiment souffert de la maladie. C'était le 31 décembre 2013.
j'avais visité ma grande sœur. On a bien fêté on a bien fêté le 1er janvier 2014. C'était le lendemain. J'ai eu un mal de ventre comme ça et puis j'ai eu la nausée. Autour de 9 heures, j'ai vomi tout ce que j'ai mangé la veille. D'un seul coup, j'ai eu un atroce mot de ventre. Là, on m'a amené dans un centre juste d'à côté. On m'a fait des perfusions, on m'a prescrit certains produits. On est revenu à la maison. Après, quand on est revenu à la maison, c'était autour de 14h à 18h, ça a repris. Donc, on est allé au niveau du centre, le CMS d'Agoué. On m'a encore perfusé et tout. Encore prescrit les produits. Jusque-là, ça n'allait pas. Et c'est là où ma cousine m'avait rendu visite. Et elle me faisait savoir qu'il y a un docteur ici qui traite une maladie. Que la façon dont je manifeste, j'ai le mal, la façon dont je souffre, que je dois venir ici pour qu'on me fasse les diagnostics, pour voir de quoi il s'agit concrètement. Parce que jusque-là, on ne sait pas concrètement de quoi je souffrais. C'est là où je suis venue et on a posé les diagnostics et il a été révélé que je souffrais de l'hépatite B. Franchement, l'annonce du diagnostic m'avait choquée parce que c'est là où je me suis rendu compte que j'avais contracté la maladie au niveau d'un proche que j'étais à ses petits besoins en 2010, qui a souffert de cette même maladie de l'hépatite B qui a été qu'on a perdu en 2010 là. Et là, ça fait que c'était un choc, on était sous le choc, mais la façon dont le docteur nous avait rassuré qu'il y a un traitement à suivre, surtout que mon état ma maladie n'était pas encore entrée dans une phase terminale, que c'est traitable. C'est là où il m'a mis sous le traitement. Franchement, la maladie, elle m'avait eu. Aujourd'hui, peut-être vous allez me voir, je suis un peu en forme, mais en ce moment, j'avais vraiment souffert de la maladie. Et j'étais presque totalement atteinte, mais avec le traitement et le suivi du régime, ça a été le 7e mois. J'ai encore suivi le régime juste à cause de ce que j'ai pris. J'ai encore suivi 1 mois de traitement. Et puis après ça, on était encore revenu faire le contrôle et on s'est rendu compte que j'étais totalement guérie. Et j'ai rendu grâce à Dieu. Chaque 6 mois, je reviens faire le contrôle. Donc, je suis bien portante. Je vais bien. On nous avait dit que non, la maladie, peut-être ça ne se traite pas. Il suffit de boire de l'eau et puis ça va passer. Mais aujourd'hui, avec moi qui ai vécu l'expérience, je suis guérie. J'aimerais que les autorités prennent sur eux de sensibiliser la population et que les gens aient l'information appropriée et qu'ils savent, pour qu'ils comprennent qu'on traite la maladie. Alors, nous allons suivre un de ces reportages. Alors, aujourd'hui, la médecine offre des possibilités thérapeutiques par rapport à cette maladie de l'hépatite B. Alors, les moyens de diagnostic, de traitement et de suivi sont disponibles pour sortir plutôt les malades souffrant de l'hépatite virale de leur souffrance. Alors, nous allons suivre ce reportage et vous allez comprendre beaucoup de choses. Maladie d'une certaine virulence, l'hépatite virale B est 100 fois plus contagieuse que le virus du sida. L'hépatite aujourd'hui, je vois, il fait beaucoup de victimes comme le sida, même plus. 4 priorités de santé publique. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les hépatites virales constituent un réel problème de santé. Une fois introduit dans l'organisme, le virus infecte préférentiellement les cellules du foie. Le foie, c'est cet organe plein, unique, irremplaçable par ses innombrables fonctions, est situé dans l'hypocondre droit, en dedans de la dernière côte à droite. L'hépatite virale, c'est l'hépatite qui est due à la présence d'un certain nombre de virus dans le foie. Il y a 2 virus qui posent
souvent problème, c'est le virus B et le virus C. Compte tenu du système immunitaire du porteur, on peut avoir soit évacuation spontanée du virus au cours des 6 mois du portage. C'est la bonne évolution. A contrario, il y a persistance du virus dans le foie au-delà de 6 mois, voire pendant plusieurs années, avec constitution de lésions irréversibles du foie. 15 à 25% des porteurs chroniques meurent des complications par cirrhose ou cancer de foie. Parmi ceux qui sont appelés des porteurs sains ou silencieux, ils ne manifestent pas les signes de la maladie. Celle-ci est découverte parfois fortuitement. C'est le cas de Joséphine. J'ai été atteinte par l'hépatite B. En fait, j'étais une donneuse de sang au centre de transfusion sanguine. Bon, c'est là-bas qu'on avait détecté qu'il y avait la maladie. La maladie n'était pas déclenchée chez moi. Et quand je suis revenue, j'étais avec ma tante. C'est à ma tante, j'ai présenté le résultat et puis elle s'est renseignée. C'est souvent, ça faisait presque 6 mois. À chaque mois, elle traitait le paludisme. Bon, selon les questions du docteur, elle a su que c'est elle qui avait la maladie. Bon. Et c'est en ce moment, quand je ne faisais pas la maladie, le docteur nous a conseillé de commencer le traitement. Une fois le malade diagnostiqué et confirmé, un suivi est nécessaire pour contrôler l'évolution du virus. Au bout de quelques mois de traitement approprié, la personne guérit et la période de la maladie n'est plus qu'un lointain souvenir. Ma maladie a commencé en 2009. Je sentais un peu la fièvre à tout moment. Mais pour moi, c'était au moins disons le palu. Pour dire le palu. Et on était parti à l'hôpital. Dans une clinique, on nous a dit que c'était la fièvre typhoïde. Donc, on a fait les analyses et ils ont prescrit des produits. Donc, quand je prenais les produits, ça aggravait la maladie. Le papa a décidé d'aller à l'hôpital, à Toko, pour faire toutes les analyses. C'est arrivé là, on a fait des analyses pour nous voir, on disait qu'on ne sait pas de quelle maladie il s'agit. C'est avant, c'est dit de faire l'hépatite pour voir si ou bien c'est ça, parce que les gens, souvent la maladie là, on ne croit pas que les gens ont ça, mais quand on voyait que c'est de l'hépatite, on disait pourquoi cette petite fille elle souffre de l'hépatite. Et c'est de là, je vomissais, je n'arrivais pas à manger, même pour goûter que mon ventre, il n'y avait rien dedans. Donc, quand je mange quelque chose, ça ne reste pas, ça doit ressortir. Mes yeux étaient, disons, rouges, même mon pipi, sous forme de Coca-Cola. Depuis 2011 jusqu'en 2015, je n'ai plus refait la maladie. Je suis actuellement bien portante. Je n'ai plus eu les signes de l'hépatite jusqu'aujourd'hui. Clémence n'aurait pas dû souffrir tant si un bon diagnostic a été posé dès le début de sa maladie. Le diagnostic de certitude de l'hépatite B consiste à rechercher dans le sang du patient l'antigène HBS. Par le biais du principe de la réaction antigène-anticorps, plusieurs techniques peuvent être envisagées. La technique manuelle, par exemple, utilise des anticorps et un colorant. L'antigène présent dans le sang du patient se fixe aux anticorps. Le complexe antigène-anticorps ainsi formé migre par chromatographie et la réaction se termine par une coloration. 2 bandes rouges dans le cas d'une positivité et une bande rouge dans le cas d'une négativité. Cet appareil est un automate multiparamétrique d'immunoanalyse composé de 2 modules informatiques et 2 modules analytiques. Toutes les étapes des analyses s'effectuent d'une manière automatique jusqu'au résultat final et les résultats sont imprimés.
Aujourd'hui, les moyens de prise en charge des patients souffrant des maladies virales se trouvent renforcés par la mise en place de nouvelles technologies. Nous sommes ici dans une unité où nous sommes entourés des appareils. C'est une unité de biologie moléculaire. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Tout ce qu'on doit savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a évolution dans le traitement et surtout dans le suivi des patients souffrant des maladies virales, surtout des hépatites, quelle que soit l'hépatite A, B, C et D. Quel est l'apport exactement de cette unité? À quoi ça sert? Nous allons nous tourner vers le biologiste. Nous sommes effectivement dans une unité de biologie moléculaire, une unité très indispensable dans la prise en charge et le suivi des hépatites virales, car elle permet de détecter, mais surtout de quantifier les virus présents dans l'organisme des patients. Ces virus-là renferment dans leur noyau une substance que l'on appelle acide nucléique. Ces acides nucléiques, on en distingue généralement deux types. L'ADN que l'on retrouve dans le virus de l'hépatite B et l'ARN qu'on retrouve dans le virus de l'hépatite C, mais dans d'autres virus comme le virus de l'immunodéficience humaine, HIV. Tout ce qui se fera dans cette unité portera essentiellement sur ces acides nucléiques. Pour un bon suivi, l'apport de l'imagerie médicale est aussi indispensable. L'imagerie médicale, en fait, s'intègre souvent dans la surveillance de ces hépatopathies virales-là. Il faut dire aussi qu'il n'y a pas que l'imagerie. Il va falloir que celui qui fait, celui qui utilise ces techniques-là, s'appuie sur les données cliniques, étiologiques, anatomiques et épidémiologiques du malade. Et dans les pathologies, surtout les pathologies virales du foie, l'imagerie intervient dans le diagnostic. C'est-à-dire qu'elle permet de dire qu'il s'agit de tel, et puis elle intervient aussi dans la surveillance de l'évolution du traitement. Mais il faut dire que l'imagerie, pour faire le diagnostic est souvent fait par la biologie. C'est la biologie qui fait le diagnostic et l'imagerie vient pour pouvoir surveiller et savoir s'il y a des complications. Chez nous ici, la technique dont nous disposons, c'est l'échographie. Parce que la technique la plus accessible, elle coûte moins cher, mais il faut ajouter que celui qui manipule l'échographie, s'il s'y connaît, cette technique suffit largement pour pouvoir faire un signe des complications des hépatopathies virales. Grâce au progrès de la médecine, les malades d'aujourd'hui souffrant de l'hépatite virale B ont beaucoup plus de chances de guérir que ceux d'il y a 20 ans. Voilà, c'était là de ce reportage réalisé par l'équipe de santé. D'abord, docteur Dalmeda, tout à l'heure, on vous avait écouté dans vos explications concernant cette maladie. Alors, est-ce qu'on peut dire de façon naïve que l'hépatite B, c'est une maladie de foie? Est-ce qu'on peut le dire ainsi? En fait, après que les médecins se soient empoignés pour savoir ce virus-là, à quoi il tenait, aujourd'hui, on peut dire que l'hépatite B est une maladie virale qui est redevable d'un traitement antiviral. C'est quand, par exemple, on ne suit pas le porteur chronique et que le virus a le temps d'opérer des lésions irréversibles que la maladie devient maladie du foie. On voit des patients en phase terminale dire à la famille « Ah, je souffre du foie ». En fait, celui qui a un cancer, c'est pas le virus qui l'emporte, c'est le cancer que le virus a eu le temps de causer qui fait la complication et le décès. Ok, très bien. Nous allons toujours rester dans ce reportage. Nous avons écouté tout à l'heure le témoignage de Joséphine. Joséphine qui apparemment n'a pas fait la maladie et pourtant elle a été infectée. Alors, est-ce qu'on peut dire que Joséphine est une porteuse C? Il y a beaucoup de patients qui font la maladie sans savoir que c'est la maladie.
la période d'état qui est souvent confondue au palu chez nous, c'est à cette période-là que le virus il est entré. Et après 6 mois, je vous dis que le porteur chronique, il est asymptomatique. Et c'est ce qui arrive. On a beaucoup de patients qui viennent, pas plus tard que le lundi. On a reçu un patient avec les résultats qui nous disaient qu'il n'avait rien. Un simple examen, on fait migrer le sang dans un champ électrique, a montré que ce patient avait déjà un début de cirrhose avec un bloc bêta-gamma. Pourtant, il ne présentait aucune atteinte. Aucun symptôme clinique. Aucun symptôme clinique. C'est ça. C'est ça. Je crois qu'aujourd'hui, on ne devrait plus parler de porteur sain. Parce que le porteur sain, c'est celui-là qui a le virus. Il porte le virus, mais il a fait disparaître l'agent virulent, l'ADN. Et ce serait celui-là, exceptionnellement, qu'on appellerait porteur sain. Il vaut mieux parler de porteur et choses asymptomatiques ou choses ou porteurs silencieux ou bien porteurs inactifs. C'est ça. Alors, le diagnostic, on a parlé également dans le reportage du diagnostic. Clémence, qui avait fait la maladie depuis des années déjà. Aujourd'hui, Clémence, elle est guérie. La preuve, je l'avais rencontrée déjà en 2011 et je lui avais posé la question sur cette maladie. Elle nous avait décrit les signes, les symptômes de sa maladie. Et depuis 2011 jusqu'à 2015, aujourd'hui, Clémence a été guérie de ce mal. Et dans son témoignage, avant d'en arriver au diagnostic, il a fallu du temps. Alors aujourd'hui, est-ce que le diagnostic, les tests du diagnostic sont-ils fiables? Aujourd'hui, on a la chance d'avoir sur toute l'étendue de nos territoires, c'est aussi bien au Togo que dans la sous-région, des tests aussi bien manuels que sur automate qui sont bons, qui sont fiables. Maladie éminemment contagieuse, hautement contagieuse, il faut donc à tout prix l'éviter et cela passe bien évidemment par la prévention. Mais avant d'aborder le volet prévention et traitement, essayons d'abord de comprendre l'histoire naturelle de cette maladie à travers les explications du médecin sur ces deux schémas. Ces deux schémas nous permettent d'expliquer le principe de la prévention et du traitement de l'hépatite virale B. Pour parler de la prévention et du traitement de l'hépatite virale B, il importe de rappeler l'histoire naturelle de la maladie. Le virus, il entre tout entier dans l'organisme sain avec son noyau qu'on appelle l'ADN, c'est ce noyau-là qui fait et l'infection et la contagion, et aussi avec l'enveloppe du virus qu'on appelle antigène HBS. Compte tenu du système immunitaire du porteur, il est possible que l'organisme évacue spontanément le virus dans sa totalité, d'abord le noyau ou ADN, puis vous voyez, l'enveloppe progressivement va donner lieu à la fabrication par l'organisme du contre qu'on appelle anticorps anti-HBS qui protège durablement. Le principe de la prévention de la vaccination, c'est d'administrer tout simplement l'enveloppe du virus sans le noyau. C'est ce qu'on trouve dans le vaccin, à un sujet sain qui va transformer progressivement cette enveloppe ou antigène de surface en anticorps ou en contre qu'on appelle anticorps anti-HBS et qui va le protéger. C'est le principe de la vaccination. Ailleurs, au-delà de 6 mois, on parle de portage chronique de la maladie. C'est ce que montre ce schéma. Ce porteur chronique, il est censé porter le noyau, l'ADN, qui fait donc, comme je l'ai dit, et la contagion et l'infection pendant des années, vous voyez, pendant des années, entraînant aussi
le portage de l'enveloppe ou HBS pendant des années. Et le principe du traitement, c'est d'administrer un antiviral qui va progressivement enlever l'ADN. C'est ça le principe du traitement. Enlever progressivement le noyau afin de libérer l'enveloppe et d'infléchir la fabrication du contre de cette enveloppe-là, qui est une protéine, par l'organisme et aboutir jusqu'à la guérison. C'était là les explications du docteur D'Almeida sur la prévention, le traitement, la guérison et tout le reste. Docteur, dans la pratique, en quoi va consister exactement cette prévention? La prévention, compte tenu des modes de transmission de la maladie, repose sur les règles générales d'hygiène, mais essentiellement sur la vaccination de la plus large partie de la population. Étant entendu que ce vaccin-là, il existe, il est efficace dans certaines conditions, et depuis 1975, peu de temps après que la maladie a été mise à jour, le premier vaccin, comme je l'ai dit tantôt, a eu à faire appel au sérum de malades convalescents, et Moupass, qui a été à l'origine de ce travail-là, a purifié l'enveloppe de surface et l'a administré à des sujets sains. Et depuis, c'est le même principe, on n'invente pas la roue, depuis c'est toujours le même principe qui est de mise dans la fabrication du vaccin, sauf que l'industrie pharmaceutique veille à ce que l'antigène soit le plus pur possible. On parle de méthode par génie génétique. Le vaccin, comme je l'ai dit tantôt, est efficace et on le recommande dès la naissance parce que le système immunitaire du nourrisson le transforme rapidement en anticorps, et quand on fait le titrage de l'anticorps, on se rend compte que aussi bien chez les nourrissons, chez les enfants, la petite enfance, la grande enfance, la protection est maximale. Vous avez, si la vaccination est faite correctement, plus de 95% de protection. Ailleurs, chez les adultes, la protection est moindre, surtout quand le vaccin est fait au-delà d'un certain âge. C'est certainement dû au système immunitaire qui est moins performant et au-delà de la trentaine. Et aussi, c'est dû au fait que certains adultes, quand ils se sont vus administrer une dose, ne suivent pas les schémas qui recommandent le rappel. Sinon, c'est un vaccin qui est recommandé pour faire en sorte que la population qui est vaccinée ne propage plus le virus et qu'en plus, ceux qui sont vaccinés ne fassent pas les complications majeures de la maladie que sont la cirrhose compensée ou décompensée, le cancer. C'est le premier vaccin préventif du cancer
d'un cancer, du cancer du foie. Très bien. Je crois que la vaccination dont vous venez de mettre l'accent tout de suite fait partie de la prévention. C'est un volet de la prévention. Est-ce qu'on ne peut pas parler des règles d'hygiène élémentaires comme mesure préventive aussi lorsqu'on évoque cette maladie? On va parler également de ça, hein, docteur Dalbeda. Volontiers. Et j'ai dit la fois passée qu'il y avait 4 voies de transmission. La voie percutanée, c'est tout ce qui touche à l'érosion de la peau par le biais de transfusion sanguine, de dérivés du sang. Et quand on voit aussi le matériel utilisé pour le tatouage, le piercing. Non stérilisé. Non stérilisé. Même stérilisé parce que dans ce cas, il vaut mieux utiliser du matériel jetable parce que le virus est thermorésistant. Même à 100 degrés, la stérilisation par voie humide ne le détruit pas. Et il y a l'autre mode de transmission, la voie sexuelle. Et le virus est présent dans le sperme de l'homme, dans les sécrétions vaginales de la femme. Donc, il est considéré comme une infection sexuellement transmissible. Il y a le passage de la mère à l'enfant. Donc, quand la maman est porteuse du virus, il est recommandé une sérovaccination dès la naissance pour le nouveau-né. Enfin, c'est les sujets contacts. Dès lors que un patient est dépisté ou détecté porteur du virus, il faut rapidement faire le test pour les sujets contacts et vacciner ceux qui ne sont pas porteurs et prendre en charge ceux qui le sont. Ok, il faut peut-être ajouter l'utilisation des fourchettes, on l'avait dit la dernière fois, de même gobelet la personne qui est infectée. Est-ce qu'on ne peut pas, à travers l'utilisation d'un même gobelet à boire, d'un verre à boire ou bien des cuillères, être infecté? Si on n'a pas bien lavé et désinfecté. Cela vaut beaucoup plus pour l'hépatite A et l'hépatite E, qui sont du domaine du péril orofécal. D'accord. Maintenant, nous allons prendre connaissance des questions de nos téléspectateurs sur la prévention, notamment la vaccination. Nous allons prendre, comme je le disais tout à l'heure, une à une ces questions. Première question sur la prévention, notamment la vaccination. Merci beaucoup pour l'émission. Dites-nous, dans quel cas doit-on se faire vacciner contre cette maladie? En fait, cette vaccination concerne toute la population. Ce serait l'idéal. Ce serait l'idéal parce que c'est une maladie qui est très fréquente et celui qui est porteur aujourd'hui a toutes les chances de la contracter. Et puis, bon, il y a les populations à risque. Bon, le corps médical, bon, c'est recommandé, chose que le personnel médical et paramédical se fassent vacciner. Il y a tout ce qui tourne autour du commerce du sexe, etc. Bon, il est recommandé que ce monde-là soit vacciné. En fait, tout le monde est censé être concerné par cette vaccination, sauf ceux qui sont déjà porteurs du virus. Alors, le vaccin de l'hépatite virale B a-t-il des effets secondaires? La maladie peut-elle entraîner le cancer du foie au cas où l'organisme n'a pas pu supporter le vaccin? Question, réponse. Oui, mais en fait, c'est un vaccin globalement bien toléré. Depuis le premier vaccin de Mopas en 1975 jusqu'à l'amélioration par génie génétique en 1986, le vaccin est globalement bien toléré. Beaucoup plus en pédiatrie que chez les populations d'un certain âge. Bon, entre-temps, en France, il y avait eu un
problème chez des adultes vaccinés et qui se sont retrouvés dans des fauteuils roulants par une maladie qu'on appelle la sclérose en plaques. Mais il a été prouvé que cette sclérose en plaques n'est nullement à l'origine, que le vaccin n'est nullement à l'origine de cette sclérose en plaques. En fait, c'était des patients ils avaient cette particularité d'être assujettis à cette maladie avant d'être vaccinés. C'est pour ça que l'idéal, c'est de vacciner la petite enfance, où on n'a jamais recensé ce genre de problème. Donc on doit retenir que le vaccin, habituellement, il est tolérant. Il est bien supporté. D'accord. Et il n'y a pratiquement pas d'effet secondaire. Il est toléré. Très bien. S'il vous plaît, peut-on trouver le vaccin à la pharmacie et quel est le coût? En fait, il y a plusieurs marques de vaccins. Et il y en a pas seulement dans les pharmacies, il y en a dans les centres de santé. Et bon, le coût moyen, c'est chose, la loi de l'offre et de la demande, ça doit tourner autour de 5 000, 6 000, 7 000 en fonction des fournisseurs. D'accord. Je suis porteuse de l'hépatite virale B. Juste après mon accouchement, mon enfant a été vacciné contre la maladie. Alors, peut-il encore la développer? Mon enfant a actuellement 2 ans. Bon, en fait, à cet âge-là, si les séries de doses sont correctement administrées, l'enfant est réputé durablement protégé. Une question dit comment et quand se fait vacciner. Je crois que vous avez déjà répondu à cette question. On le recommande dès la naissance, mais après, lorsqu'on est adulte, on peut également se faire vacciner. Quand on est sujet contact, voilà. Un malade auto-guéri a-t-il besoin de se faire vacciner? En fait, aujourd'hui, ce qu'on ne pouvait pas faire il y a plusieurs années, on peut le faire. On peut titrer les anticorps qui protègent les anticorps anti-HBS. Dans la littérature, il est admis qu'à partir de 10 milliunités par millilitre, on peut estimer une bonne protection. Mais en fait, quand on voit le taux en pédiatrie qui va jusqu'à 500 milliunités, on estime qu'il faut s'assurer que le vaccin a bien pris. Parce qu'il y a des sujets qui se font vacciner, mais ils ont un système immunitaire qui fait que le vaccin ne prend pas. Ils sont correctement vaccinés ou supposés correctement vaccinés. Quand vous faites le titrage, vous vous rendez compte qu'ils ont 0 anticorps. Ça existe. Ils ne sont pas nombreux, mais ça existe. C'est ça. Dernière question sur la série de questions concernant la prévention, notamment la vaccination. Un homme vacciné est-il protégé toute sa vie contre la maladie, même s'il est en contact avec des sujets infectés? Tant que le taux des anticorps est bon, il est protégé. Tant que le taux d'anticorps est protecteur, bon, voilà, il est protégé. Nous le disions à l'instant dans l'introduction qu'il est nécessaire de revenir sur le traitement de cette maladie dans cette émission. Nous nous sommes aussi intéressés un peu à la médecine traditionnelle, question de curiosité, pour savoir s'il existe un traitement traditionnel pour l'hépatite virale B. Eh bien, voici la réponse d'un phytothérapeute ou bien, si vous le voulez bien, d'un praticien sur la question. Nous l'écoutons. Il faut dire qu'en médecine traditionnelle, le mot hépatite B n'est pas connu. Traditionnellement, il n'y a pas une recherche qui est faite en médecine traditionnelle pour spécifier les différents types d'hépatite. Pour dire hépatite A, hépatite B, hépatite C, comme on le dit dans le jargon scientifique. En médecine traditionnelle, nous aurions préféré qu'on nous pose la question, est-ce que nous traitons l'ictère? Parce qu'en général, tout ce qui a lien avec l'hépatite présente les signes d'ictère. Et pour un tradithérapeute, il traite l'ictère. C'est le scientifique qui met la différence entre les formes d'ictère. Donc pour qu'un guérisseur se permette de spécifier hépatite B, la prise en charge de l'hépatite B, il faut qu'il y ait une évidence scientifique. Parce que le traitement de l'hépatite A
diffère du traitement de l'hépatite B, diffère aussi du traitement de l'hépatite C. Donc, c'est difficile pour moi, en tant que phytothérapeute, de faire une déclaration gratuite pour dire qu'un thérapeute peut guérir l'hépatite B. C'est trop dit. Le guérisseur à lui seul n'a pas de preuve pour dire que ce que j'ai soigné est une hépatite B. Par contre, dans notre sous-région, il y a des formules médicamenteuses qui sont mises en place maintenant, qui font objet d'essai du traitement sur les différentes formes d'hépatite. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas un médicament encore enregistré comme médicament traditionnel soignant l'hépatite B. Les malades souvent d'hépatite B qui vont chez les thérapeutes pour des soins trouvent d'un moment à l'autre d'un soulagement. Mais une guérison complète n'a pas encore confirmé. Voilà, docteur Dalmeda, vous l'avez suivi, mais nous n'allons pas nous verser ce soir dans ce débat concernant le traitement traditionnel de cette maladie, mais reconnaissons tout de même que ce praticien, ses propos sont très édifiants et c'est son avis sur la question. Je crois que si on a le temps, nous allons organiser un autre débat, une autre émission concernant l'apport de la médecine traditionnelle dans le traitement de certaines pathologies telles que l'hépatite B. Alors, revenons dans la médecine moderne conventionnelle, docteur Dalmeda, puisque c'est pour ça que vous êtes là ce soir. Quelles sont à votre niveau les solutions thérapeutiques aujourd'hui lorsqu'on parle de l'hépatite virale B? En fait, on ne peut pas parler de ce qui est existant sans rappeler que nous venons ou nous revenons de loin. C'est ça. C'est une maladie de connaissance récente. 1964, 1970, nous étions encore en formation en Europe, notamment en France, et c'était une maladie à déclaration obligatoire. C'est-à-dire? Et dès lors qu'un patient était détecté porteur du virus, il fallait qu'il soit consigné qu'il est porteur du virus et mis en quarantaine. On le mettait entre quatre murs, eux-mêmes ils disaient qu'on le mettait au pain sec, et régime strict au pain sec, et cela pouvait durer des semaines et des semaines. Et plus tard, quand il y a eu la mise au point du vaccin, cette déclaration obligatoire a été suspendue. Et compte tenu du ravage que cette maladie continue à orchestrer, en 2003, ça a été réintroduit. C'est vous dire que c'est une maladie qui a beaucoup fait peur à tous les acteurs de la santé publique. C'est ça. Et qu'ils nous en souviennent, de 1970 à 1990, donc pendant une bonne vingtaine d'années, il n'y avait pas d'éléments de solution. Et il y avait en vente dans les pharmacies un extrait de foie lyophilisé qui a beaucoup été prescrit par le corps médical. Il y avait des produits comme la norbiline et on s'est rendu compte que pendant une vingtaine d'années, tout le monde scientifique a fait fausse route. Surtout avec l'apport de la biologie moléculaire, on a compris enfin que ce qui faisait problème, c'était la méconnaissance de l'existence du noyau. On ne connaissait que le virus que par son enveloppe. Maintenant que la biologie moléculaire a permis de mettre à nu cette facette de l'intelligence du virus, il a été dégagé deux stratégies au niveau du monde de la recherche. La première stratégie, c'était de mettre en évidence des médicaments antiviraux, réputés antiviraux, et ça, c'est un protocole, pour faire court et simple, on teste le candidat médicament sur
des cultures de cellules de virus pour se rendre compte que ça agit dessus, puis sur des animaux, et enfin, la phase clinique, ça peut durer une vingtaine d'années. Et c'est cette stratégie qui a permis de mettre dans le commerce un certain nombre de médicaments enregistrés et qui sont prescrits aujourd'hui. Et le premier médicament enregistré en 1991, c'est un médicament africain, Epantivir, qui a cette particularité non seulement d'enlever le noyau du virus, mais de permettre au système immunitaire de reprendre le dessus et pour pouvoir faire en sorte que l'enveloppe puisse donner lieu à la fabrication de l'anticorps. Et en plus, ce médicament actif, bien toléré, a fait en sorte que quelques années après, il y a eu, c'est donc le doyen d'âge de ces médicaments antiviraux, juste après, il y a eu interféron alpha. C'était un médicament qui était utilisé en médecine pour certains cancers et un laboratoire, notamment Roche, l'a développé, comme l'équipe des chercheurs africains a développé Epantivir. Ils l'ont développé pour qu'il puisse agir selon le même mode, enlever le noyau et puis immunomodulateur agir sur l'antigène pour qu'il y ait formation d'anticorps. Maintenant, l'autre stratégie, c'est le deuxième type de médicaments antiviraux. On les appelle les analogues nucléosidiques. Et il y a l'adéfovir, l'entecavir, le tenofovir essentiellement. Eux, ils ne font qu'enlever le noyau. Ils sont antiviraux, ils n'arrivent pas à agir sur l'enveloppe qui reste pour fabriquer l'anticorps. Et l'inconvénient de ces médicaments, c'est qu'on est amené à les donner indéfiniment. Dès lors qu'on arrête, il y a ce qu'on appelle le phénomène d'échappement viral, une sorte de résistance. En gros, voilà où on en est maintenant en matière de médecine. Nous allons à présent répondre aux questions des téléspectateurs. Question sur le traitement, nous en avons une douzaine, voire même une vingtaine. Quand un infirmier dit, c'est là une question, la première question d'un téléspectateur, quand un infirmier dit, je cite, ce sont les traces de l'antigène HBS, donc il n'y a pas de traitement spécifique, qu'il vaut mieux respecter les interdits. Comment comprenez-vous cela, docteur? Bon, en fait, il faudrait que l'infirmier soit là pour confirmer ce qu'il a dit. Et sinon, parler de traces de virus, c'est comme si on disait que, bon, le courant, passe, il y a une trace de courant qui passe dans le circuit électrique. Le virus, il est là ou il n'est pas là. Et quand il est là, aujourd'hui, on a la possibilité d'évaluer sa capacité à se multiplier. Son évolution. Oui, sa capacité à se multiplier. Quand il se multiplie, ces choses, on parle de réplication, bon, ça fait en même temps l'infectiosité, en même temps la contagiosité. Vous voyez, donc, quand le virus est là, il faut investiguer pour voir le niveau du portage. Voilà, non, c'est-à-dire il faut un suivi pour voir le niveau du portage. Le portage, est-ce que, même s'il n'y a pas de signe, est-ce que au niveau cellulaire, au niveau du foie, il n'y a pas déjà de lésions? Ok, nous allons poursuivre avec les préoccupations des téléspectateurs. Je suis atteint de l'hépatite virale B, docteur, mais je ne suis pas à Lomé pour suivre le traitement. Je suis à Tapamé. Que faire? En fait, le pays
est gâté. Hein. Il y a les hépatologues, gastro-entérologues, il y a les internistes, hein, il y a les infectiologues. C'est pas ce qui fait défaut. Hein. Bon, il s'agit d'aller à la bonne référence. D'accord. J'ai fait le bilan de santé en 2013. Cela a révélé que je suis porteur de l'hépatite B. Tous les docteurs que je consulte me disent qu'il n'y a pas de traitement. Que faire? Maintenant, je crois que la personne qui nous a envoyé cette question sera située parce que vous venez de dire qu'il existe aujourd'hui une solution thérapeutique, c'est-à-dire qu'il existe bel et bien un traitement contre cette maladie. Voilà, mais ce qu'il faut dire, c'est important, c'est que le portage chronique du virus B, il est en règle générale cliniquement asymptomatique. Quand le portage a duré plus de 6 mois, plus d'1 an, en règle générale, hein, il est cliniquement asymptomatique. Cliniquement asymptomatique, ça veut dire en d'autres termes. Le malade, il vous dira qu'il ne fait pas la maladie. Il n'y a pas de signe. De toute façon, la maladie même n'a pas de signe typique déjà au départ. Il y a par exemple des malades qui pensent avoir le palu. On leur a dépisté le virus il y a 3 ans. Ils ont même oublié. Entre-temps, ils ont comme un syndrome paluste. Ils prennent des antipaludéens. Un antipaludéen qui ne marche pas. Mais ils pensent que c'est le médicament qui n'est pas bon. Ils changent de médicament indéfiniment. Alors que s'il allait consulter, on allait se rendre compte qu'en fait, ce n'est pas vraiment un palu, mais soit une hépatite A ou une hépatite B qui pose problème. D'où l'importance du dépistage. Du suivi aussi, le dépistage et le suivi. Alors, il y a une question qui dit quel est le coût du dépistage? Est-ce qu'on peut le connaître? Le dépistage, il y a des associations qui font le dépistage au moindre coût. Et il y a dans les services, dans les hôpitaux, il y a le dépistage, dans le privé, c'est sur le même problème. Très bien, nous allons évoluer. Après diagnostic médical, j'ai été dépisté positif à l'hépatite virale B, mais le médecin n'a pas prescrit de traitement. Il m'a fait que contrôler la LAT. La LAT, je ne sais pas ce que c'est. La LAT et les antigènes HBS chaque 3 mois. En quoi consistent ces analyses et pourquoi il n'a pas prescrit de traitement pour l'instant? Oui, il a bien fait parce que la LAT, là, c'est des transaminases qui sont indiquées. Ça permet de voir s'il y a une destruction des cellules du foie. Et quand c'est les 6 premiers mois, ces enzymes-là sont à un taux élevé. Et le fait de vérifier tous les 3 mois, ce praticien fait bien parce que je pense quand même, je ne suis pas à sa place, qu'il essaie de voir si le patient va porter le virus au-delà de 6 mois. Il le fait bien, c'est un bon suivi. C'est ça. C'est un bon suivi. Je suis enceinte de 6 mois. Par des analyses, j'ai su que j'ai l'hépatite B. Que faire? Oui, en fait, c'est de règle. Hein, depuis un certain temps, au 6e mois de la grossesse, il faut faire le test. Et quand il est positif, qu'à cela ne tienne, sa grossesse, elle poursuit sa grossesse. Et dès que l'enfant naît, je l'ai dit tantôt, elle fait la sérovaccination. Je voudrais savoir si une personne qui vit avec la maladie plus de 7 ans peut-elle guérir encore? Bon, plus, c'est ce que j'ai dit, plus le portage traîne, et quand on a la possibilité de faire des examens approfondis, on se rend compte qu'il y a des lésions. Et quand vous voyez un patient aujourd'hui à qui on découvre une complication majeure, comme une cirrhose décompensée avec du liquide ou un cancer, vous allez lui demander, mais depuis quand il ou elle a les manifestations des signes? Ils vont dire non, mais ça fait juste 1 semaine. Donc, c'est des lésions qui se mettent en place progressivement jusqu'à la survenue. C'est-à-dire que le porteur chronique, là, il est asymptomatique jusqu'à la survenue des complications. Et ce sont les complications qui révèlent la présence du virus dans certains cas. L'hépatite virale B avec un début de cirrhose peut-elle être traitée? Vous savez, tous les médicaments qui sont enregistrés posent comme contre-indication de prendre le patient à ce stade-là, surtout quand c'est une cirrhose décompensée. Il n'y a plus rien à faire en ce moment. Parce que là, bon, on chose, hein, pour le confort, hein,
quand il y a du liquide en vide, etc. Mais les virus qui ont déjà entamé le foie, c'est irréversible. Il y a rien à faire. C'est irréversible, c'est irréversible. Cirrhose décompensée, cancer primitif du foie. Bon, maintenant, comment on appelle gentiment un membre de la famille, on le lui explique. Il faut être honnête. Qu'un traitement ne servira plus à rien la personne est condamnée à mourir. Enfin, tout est entre les mains de Dieu dans tous les cas. C'est ça. Que doit faire un jeune couple désireux faire un bébé alors qu'ils sont tous les deux infectés de l'hépatite virale B? C'est très simple, ils se soignent et puis après, le bébé peut venir. Aujourd'hui, c'est possible. Aujourd'hui, le traitement, il est possible. Ce qu'il faut dire et qui fait que des fois, de bonne foi plutôt que de mauvaise foi, parce qu'il y a ceux qui aussi sont de mauvaise foi. De bonne foi, il y a ceux-là qui, une fois le traitement fait, s'étonnent de retrouver encore les traces du virus. Enfin, le portage de l'antigène HBS. Je l'ai expliqué. Le traitement antiviral ne consiste pas, dans un premier temps, à enlever l'enveloppe, mais à enlever le noyau qui fait et l'infection et la contagion. Donc, le malade, il est moins infectieux, il ne va pas faire une complication et il ne va pas continuer à contaminer ceux qui sont autour de lui. Maintenant, si c'est les deux médicaments qui sont immunomodulateurs comme interféron et épantivir, régulièrement, il faut surveiller et faire des contrôles pour voir quand est-ce que cette enveloppe-là va se transformer en anticorps. Et c'est là la guérison. Voilà. Nous allons maintenant entamer une autre série de questions. Des questions qui portent sur la période d'incubation, surtout concernant les porteurs silencieux. Période d'incubation, c'est-à-dire lorsque le virus entre dans l'organisme, il faut combien de temps avant que le sujet infecté ne développe les premiers signes de la maladie? C'est ce qu'on appelle la période d'incubation. C'est ça, c'est bien ça. Bon, en fait, à peu près. L'incubation, c'est de 30 jours à 120 jours. Oui. En moyenne, une dizaine de semaines. D'accord? Mais les signes peuvent, déjà le premier mois, compte tenu de l'état d'immunité du sujet, s'exprimer. Parce qu'en fait, le problème de cette maladie-là, c'est le conflit qui est entre le corps étranger qui entre et le système immunitaire du patient. Oui. C'est ça qui fait que le virus est soit spontanément évacué ou alors qu'il persiste. Tout est là. Voilà, aujourd'hui, on le sait. Tout est là. Sur cette question, il y a beaucoup eu de préoccupations. Beaucoup de préoccupations ce soir concernant cet aspect bien précis, le portage. Est-ce qu'on est malade? On se demande si on est malade ou pas. On a été dépisté hépatite virale B. Alors, maintenant, je ne fais pas la maladie. Est-ce que je suis guéri ou pas? Déjà, se posent ces questions. Alors, après une analyse de sang, on m'a découvert l'hépatite virale B. Depuis 2005 jusqu'à ce jour, je ne ressens rien. Suis-je guéri? Bon, moi, je vais vous donner ce que nous observons sur des milliers de cas. Il n'y a pas si longtemps que ça. Quelqu'un vient avec son résultat, on lui demande mais comment est-ce que il se passe, il dit bien. Ça fait plus de 3 ans que le portage du virus est là. Pourquoi? Parce que on a fait les transaminases qui sont presque normales, les enzymes du foie qui sont pratiquement normales, et il y a une protéine du virus qui signerait la multiplication du virus. Maintenant, on s'est rendu compte que dans notre cas là, il y a une mutation qui fait que même quand l'antigène HB, cette protéine-là est partie, il y a toujours la multiplication du virus par l'ADN. Et il suffit, il y a des examens très simples. Vous faites migrer le sérum dans un champ électrique, vous vous rendez compte que celui qui ne se plaint de rien a déjà une précirrhose. Le remplacement des cellules par des structures fibreuses. C'est pour ça qu'il faut investiguer. Quand le portage
dépasse un certain temps, il faut faire, il faut faire le point. Notamment 6 mois. Voilà, j'ai fait l'analyse de l'antigène HBS qui était positif en 2011. Sans traitement, je refais l'analyse 2 fois en 2014 qui sont révélées négatives. Comment peut-on l'expliquer? Bon, il y a 2 possibilités. Soit le premier test il n'était pas bien fait, ça peut arriver. C'est des erreurs qui sont aujourd'hui rares. Maintenant, il y a une autre possibilité qu'on ne savait pas mais qu'on sait. Quand par exemple, on trouve l'antigène HBS chez un patient, c'est bon de faire l'anticorps anti-HBS parce que des fois on trouve les deux. Et ça veut dire que la personne est en train de faire ce qu'on appelle la séroconversion. Elle est en train de transformer cette enveloppe-là en protection, en anticorps. Ok. Depuis 2012, on m'a diagnostiqué la maladie, mais je ne ressens rien. Aucun médecin ne me dit rien sur ce que je dois faire. Est-ce normal? Bon. Je ne sais pas quel médecin, je ne peux pas parler à la place des autres médecins. Tout ce que moi je peux dire, c'est qu'il faut checker comme les anglo-saxons, il faut investiguer. Il faut investiguer. On m'a détecté l'hépatite virale B en mars dernier, mais d'après les examens, on me dit que je ne fais pas encore la maladie, que le virus dort. Est-ce que je suis en danger? Dois-je commencer le traitement? Non, mais on a le porteur a 6 mois pour voir si l'organisme est immunocompétent pour évacuer le virus. Mars à juillet, est-ce que ça fait 6 mois? Pas encore. Je suis porteur chronique, mais la semaine passée, j'ai fait l'analyse qui s'est révélée négative. Mais je sens que la maladie n'est pas finie. Que faire? Et la personne sent que la maladie n'est pas finie. Mais ce qu'il y a... J'ai dit tantôt qu'il n'y a pas de signe patent de la maladie. C'est ça. Qu'est-ce qui lui dit que c'est toujours la même maladie et pas autre maladie? Il faut investiguer. C'est ça, il faut investiguer. Il faut investiguer. Un enfant infecté par sa mère peut-il manifester la maladie alors que la maman porteuse n'a pas encore développé les signes? Je reprends la question pour vous, docteur. Un enfant infecté par sa mère peut-il manifester la maladie alors que la maman qui porte le virus n'a pas encore développé les signes? Oui, en fait, il faut faire le point. Est-ce que vraiment c'est la maman qui a contaminé l'enfant? Parce qu'aujourd'hui, avec la sérovaccination, c'est quelque chose qui n'est plus de mise. Il faut faire le point. Voilà. Il est pratiquement l'heure aussi, l'heure de clôturer cette émission. Et nous ne nous reste qu'à vous dire un grand merci, docteur Dalbeda. Tout le plaisir a été pour moi. Vous savez, cette affection, c'est la passion de ma vie. Ce qui fait que chaque fois que il y a lieu de parler de ça, c'est une passion. D'accord. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci pour votre attention.